Je me présente, je suis Albert Robida. Principalement connu dans votre siècle pour mes récits d'anticipation, je suis également passionné par le Moyen-Âge. L'exposition universelle de 1900 à Paris m'a permis de réaliser un rêve, celui de faire revivre le Paris médiéval entre le pont de l'Alma et la passerelle de Billy. Suivez-moi, je vous invite à remonter le temps comme ont pu le faire les 50 millions de visiteurs de l'exposition de 1900 et de découvrir ainsi les demeures parisiennes les plus représentatives de l'architecture des années 1300 à la Révolution française. En arrivant au Vieux Paris par le pont de l'Alma, le visiteur se trouve devant le rempart et le bâtiment à tourelles de la porte Saint-Michel. Servant d'entrée au Vieux Paris, c'est une des portes de l'enceinte rive gauche de Philippe Auguste. Le boulevard Saint-Michel passe maintenant sur son emplacement. Elle se trouvait au bout de la rue de la Harpe, une des plus bruyantes de ces rues universitaires où les écoliers rencontraient plus de tavernes que de collèges. Cette porte Saint-Michel, reproduite pour servir d'entrée au Vieux Paris, s'appuie à un rempart en partie couvert de bâtiments. Ce rempart est plutôt un débris de fortification, un reste d'enceinte désaffectée. On a supposé cette porte Saint-Michel décorée pour une entrée princière ou royale, celle de la reine Anne de Bretagne par exemple, aux premières années du XVIe siècle. Après être passé sous la voûte de la porte Saint-Michel, le visiteur se trouve sur une première place dite du Pré-aux-Clercs. J'ai choisi de placer au revers de la porte Saint-Michel la face intérieure du portail d'entrée de la Chartreuse du Luxembourg. La place du Pré-aux-Clercs est dominée par une des tours du Louvre. Juste en face de ce souvenir du Louvre des rois, j'ai placé un fragment du Louvre bourgeois et populaire, le premier hôtel de ville de Paris, la Maison aux Piliers, édifice parisien par excellence. Quittons la place du Pré-aux-Clercs. En arrière de la rue des Vieilles Écoles, depuis la place du Pré-aux-Clercs jusqu'au carrefour Saint-Julien, court la rue des Remparts, bordée d'une rangée de vieux logis et une ligne d'échoppes abritées sous la verdure des grands arbres. Comme vous pouvez le voir, quelques-unes de ces échoppes sont imbriquées dans un vieux reste de fortification. Depuis la rue des Remparts, nous rejoignons la très vivante rue des Vieilles Écoles, où s'aligne une suite de façades à pignons, abritant des logis divers, des boutiques de marchands ornées d'enseignes. On a pris quelques détails architecturaux çà et là pour reconstituer le grand logis de la Pomme de Pin. Ce cabaret célèbre vécut longtemps et traversa tout le Moyen-Âge. Il brillait encore au XVIIe siècle avant de disparaître obscurément 100 ans plus tard. Ne manquez pas à sa droite la maison de Robert Estienne à l'enseigne de l'Olivier. Ce libraire parisien, imprimeur, relieur et artiste est célèbre pour la pureté de ses éditions. Entre les deux pignons rapprochés d'Estienne et de Renaudot s'élève la tour d'escalier du Collège Fortet, située tout en haut de la montagne Sainte-Geneviève.
Du pré au clair, en passant sous le pignon de la maison aux piliers, on débouche rue des Vieilles Écoles sur la maison natale de Molière. Elle était située près des Halles, où maître Poquelin s'établit à l'enseigne du pavillon aux singes. La maison d'à côté est également celle d'un Parisien célèbre. Celle-ci, située rue de Montmorency, existe encore aujourd'hui et a si peu changé que son propriétaire, le célèbre enlumineur Nicolas Flamel, la reconnaîtrait. Vous pouvez voir ensuite la demeure de Théophraste Renaudot, qui était située dans l'île de la Cité. C'est ici, à l'enseigne du Grand Coq, que parut le premier numéro de la Gazette. L'île de la Cité, à elle seule, ne comptait pas moins de 18 églises ou chapelles serrées autour de l'église-mère, Notre-Dame. Toutes ces églises étaient intéressantes, il y en avait même dans le nombre de superbes, d'autres simplement remarquables. Il fallait choisir celle qui convenait le mieux au cadre du vieux Paris, par sa structure pittoresque et ses souvenirs très particuliers qui s'y rattachaient. La petite église Saint-Julien des Ménétriers, du XIVe siècle, répondait parfaitement à ces critères. Saint-Julien était la chapelle corporative des musiciens, ménestrels et jongleurs de Paris. Les écoliers du Moyen-Âge, qui menaient souvent une vie rude et sévère, se montraient amis des distractions fortes, mettant quelquefois à rude épreuve, par leur turbulence, la patience des autorités universitaires. Pour des querelles tournées en bataille, pour des délits quelconques, bien des écoliers faisaient connaissance avec la geôle de l'abbaye et s'en allaient même figurer au pilori des seigneurs abbés, le pilori de Saint-Germain. De ce carrefour Saint-Julien, quittons le Moyen-Âge pour le XVIIIe siècle, par la rampe du Grand Théâtre. Voici justement la reconstitution d'un bâtiment de ces vieilles halles parisiennes, le centre du Paris d'autrefois. On trouverait encore dans Paris quelques-unes de ces belles et robustes charpentes d'autrefois qui, dans leur ensemble, ont une allure artistique vraiment imposante. Admettons que ce bâtiment des Halles, enlevé à la harangerie ou à la lingerie, a été désaffecté et transformé en théâtre avec un cabaret populaire sous ses piliers. Les théâtres des XVIe et XVIIe siècles, l'hôtel de Bourgogne, le théâtre du Marais étaient, de même que les marchés, des salles à charpentes visibles, d'anciens jeux de paume, souvent sans fauteuil et sans balcon de velours. Les fermes de cette charpente apparente ont 25 mètres de portée. Dans chaque travée, de grandes lucarnes irrégulières s'ouvrent dans le toit, parachevant l'aspect pittoresque de la salle, où de grandes auditions musicales alterneront avec des spectacles de tout genre, des défilés de scènes anciennes ou modernes. La façade des Halles tournée vers le pont-au-change fait revivre quelques-uns de ces vieux pignons qui se suivaient en file tout le long des rues formant la bordure dite des piliers. Parmi ces vieux pans de bois, la tourelle du château Gaillard s'élève en face du Châtelet. Cette tour, encorbelée sur des contreforts et engagée dans les bâtiments, provient d'un reste de fortification. En arrière du pont-au-change et du Châtelet, un coin tout entier XVIIIe siècle, c'est la rue de la Foire Saint-Laurent, avec ses boutiques et ses échoppes. Ces foires étaient des espèces de petites expositions universelles où l'on trouvait tous les produits de l'industrie.
Nous avons restitué le bâtiment d'entrée du Châtelet, la voûte ouvrant entre deux tours au bas de la rue Saint-Denis, en l'état où il se trouvait après une restauration sous Louis XII. Au-dessus d'une grosse horloge décorée, sous un haut vent très avancé, s'élance le clocheton d'une petite chapelle qui disparut lors des modifications pour cause d'agrandissement des prisons sous Louis XIV. La voûte du Châtelet nous conduit au pont-au-change, comme c'était jadis le cas. Le pont-au-change était le successeur, après bien des transformations, du grand pont de Lutèce. Maintes fois tombé, écroulé, brûlé ou enlevé par les eaux, il dut commencer à se charger de maisons dès le XIe siècle. Des moulins tournés sous les arches, aux maisons de meuniers s'ajoutèrent celles des orfèvres, puis une ordonnance de Louis VII en 1141 y établit des boutiques d'échangeurs. Le grand édifice à pignon monumental et grand comble, s'élevant à l'extrémité du pont-au-change, est une restitution d'un morceau de l'immense palais de la Cité qui fut le palais des rois de France. La partie choisie est la célèbre Grande Salle, la salle des solennités et des festins royaux, avant de devenir la grande salle du Palais du Parlement. Dans le Vieux Paris, cet espace est utilisé comme salle des fêtes de l'Auberge des Nations et comme salle de théâtre où se produit la troupe de la Bodinière. Après la grande salle du Palais, nous pénétrons dans la cour dite de la Sainte-Chapelle. On y trouve, pour monter à la Bodinière, l'escalier si fameux que Louis XII avait appliqué au flanc sud de la Sainte-Chapelle. L'angle gauche de la cour est dominé par l'ancien donjon des évêques de Paris, la tour de l'archevêché. Le bâtiment à l'angle opposé au grand degré de la Sainte-Chapelle et formant passage en pente est emprunté à l'ancien hôtel d'Harcourt, au quartier de l'Université. Sur la rampe descendant à la passerelle et au quai de Billy, les façades à côté du bâtiment sont du XVIe siècle, agrémentées par une bretèche en bois à 3 étages, reproduisant les motifs de décoration que la Renaissance avait introduits. Tout ce quartier, depuis le pont-au-change, est composé de bâtiments des XVIe et XVIIe siècles. Ne soyez pas surpris d'y croiser boutiquiers, gens de l'Auberge des Nations, soldats des corps de garde faisant l'exercice de la pique et de l'arquebuse, en respectant les maniements d'armes de l'époque du roi Louis XIII. En effet, la reconstitution ne se limite pas à l'architecture, les figurants ont été engagés pour faire revivre comme il se doit les rues animées du Paris révolu. La passerelle de Billy, construite à l'occasion de cette exposition universelle, permet de quitter le vieux Paris des temps jadis et nous plonge sans transition dans celui de 1900.